quand j'ai vu passer l'avis du colloque, je me suis dit, j'étais en train de lire un livre de Vladimir Jankélévitch qui s'appelle L'aventure, l'ennui, le sérieux, et je me suis dit, ça m'a semblé correspondre exactement à l'idée de l'aventure, qui dit Jankélévitch, l'aventure dépend de ma liberté, la région de l'aventure, c'est l'avenir. Il me semble que les perspectives inclusives sont encore à découvrir devant nous, en termes d'avenir. Voilà, alors, laissons un peu la philosophie maintenant, et je vais vous parler de cette recherche dans laquelle il me semble que l'on conjugue petit à petit, en plusieurs années, sur du long terme, la liberté des chercheurs et celle des participants. Et vous allez voir qu'ils sont variés, nombreux, et qu'ils ont des attentes qui doivent se conjuguer justement avec celles des chercheurs. Il se trouve que moi je suis arrivé à Montréal en septembre 2012 et qu'au début 2013, j'avais été convié par l'intermédiaire d'une amie à la présentation très solennelle des 17 conditions de l'école alternative. Les écoles alternatives, pour faire un petit point rapide pour ceux qui n'en sont pas familiers, au Québec, c'est environ 40 écoles alternatives, essentiellement primaires, un petit peu du secondaire, qui scolarisent un peu moins d'1,3% des élèves. On parle là des écoles publiques alternatives, d'ailleurs, il faut bien préciser. Ce sont des écoles qui ont été fondées à l'initiative des familles qui, dans un quartier, se réunissent, dans un secteur, se réunissent et désirent pour leurs enfants une école qui a un fonctionnement, on va dire, inspiré des pédagogies d'éducation nouvelle, centrées essentiellement sur l'élève. Alors on trouve, même s'il n'y a pas forcément des citations très, très nettes, mais on voit bien l'influence de John Dewey pour la pédagogie nord-américaine, mais aussi de Freinet, Montessori, etc., la pédagogie institutionnelle. Donc, pour revenir à mon propos, il y avait donc la présentation de ces 17 conditions. J'étais donc l'auditeur de cette présentation. Et je me tourne vers les responsables qui animent ce réseau, qui permet des rencontres des acteurs de l'école alternative, en disant « Ah ben, avec 17 conditions comme ça, les écoles alternatives doivent être vraiment bien inclusives. » Et là, dis-moi un silence, qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis, finalement, ça n'était pas si simple. Et je découvre qu'il avait été question d'une 18e condition qui devait occuper la 4e place dans l'énumération, qui était prévue pour parler de ce que la communauté des écoles alternatives avait choisi de désigner sous le terme d'enfants à défis particuliers, en disant que ça allait recouvrir comme ça un petit peu toute la diversité des enfants qui n'ont pas un fonctionnement standard. Et ça avait posé problème. On m'a dit, mais on n'a pas réussi vraiment à se mettre d'accord sur une formulation à ce propos. On en avait bien envie, certains étaient réticents. J'ai compris petit à petit que les réticences venaient en particulier du fait qu'en parler, ça pouvait constituer une sorte de publicisation qui risquait d'attirer un surcroît d'enfants dits donc à défis particuliers et occasionner des difficultés dans la mesure où on n'obtiendrait pas forcément pour les accueillir des moyens supplémentaires. Donc il y avait un petit peu des acteurs qui résistaient un petit peu à cette idée-là. Mais on sentait quand même qu'il y avait un intérêt pour prolonger la réflexion sur ces questions-là. Donc on est resté en relation. Et la proposition m'a été faite de venir animer à ce propos, sur cette thématique-là, donc pour l'instant nommé, je le rappelle, les enfants à défis particuliers, des ateliers dans le cadre de ce que chaque année le REPAC, donc le réseau des écoles publiques alternatives du Québec, organise ce qu'ils appellent des rencontres conjointes. C'est en général à peu près 80 à 100 personnes qui sont des enseignants, des directions d'école, des parents d'élèves, des élèves même parfois du secondaire, et qui viennent par petites délégations, donc de la plupart des écoles, se rencontrer pour discuter sur différents thèmes. Et on me dit, eh bien, tu pourrais faire une proposition d'un atelier pour parler de cette question-là, voire la reprendre à nouveau frais. Très bien. Et première rencontre, donc les gens choisissent l'un des 7 ou 8 ateliers qui leur sont proposés, et sur les 80 personnes qui étaient là, ils se retrouvent avec 40 personnes dans la salle. Alors c'était sans doute que ça intéressait un peu le monde quand même.
Et sur l'heure et demie dont on disposait, ça n'a donné que le temps de faire un tour de table et de voir un petit peu qu'est-ce que chacun mettait sous cette expression, quelles étaient les réalités qui venaient à l'esprit des uns et des autres, sachant que les positions aussi sont diverses. Enseignants, parents, la direction d'école, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Et je note donc une grande disparité de vocabulaire, une grande disparité donc de représentation, une grande disparité de pratique, et on sent tout de suite que ce que chacun met dans le grand sac enfant à défi particulier, ça recouvre évidemment une très grande diversité d'enfants qui sont évoqués comme ayant des troubles du comportement, des difficultés d'apprentissage plus ou moins marquées, on l'évoque sous forme de diagnostic aussi, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, etc. Donc ça reste assez flou, mais on voit bien donc à ce moment-là, à cette étape, qu'il y a vraiment un intérêt. Mais comme on pourrait dire, la communauté ne sait pas très bien comment rattraper l'affaire, on me suggère de faire une petite formation, d'aller regarder de plus près. Vous savez, copier le rôle du chercheur, vous êtes un spécialiste, vous allez nous dire comment il faut faire. Alors, bon, j'accepte le défi. On s'aperçoit assez vite, en discutant, en approfondissant, qu'en dépit de la délicatesse de l'expression, qui est centrée sur l'élève a des défis particuliers, on sent qu'il y a une espèce de tact là pour ne pas pointer du doigt, c'est quand même toujours des cas particuliers qui sont désignés, et que finalement, ça empêche de prendre en considération la pédagogie, l'organisation scolaire, etc. Donc on voit d'abord finalement que les acteurs considèrent l'exceptionnalité de chacun des sujets auxquels ils pensent, au lieu de voir la continuité de la diversité humaine. Et c'est ça, me semble-t-il, qui pose un peu problème. Alors, cette petite demande de formation, j'ai tenté d'y répondre en disant que finalement, rassurons-nous, on n'est pas les premiers à se poser la question, et si on repartait historiquement de Diderot, qui, dans la lettre sur les aveugles à l'usage de ce qu'ils voient, fait la démonstration philosophique et littéraire de la capacité d'apprentissage des aveugles, qui à l'époque était totalement déniée, une chose qu'il a quand même payée d'un peu de forteresse, parce que ça ne peut pas se dire à l'époque, et puis en passant donc par Itard, avec L'Enfant sauvage, vous avez sur la gauche une photo extraite du film L'Enfant sauvage de François Truffaut, si vous n'avez pas encore pu le couler dans votre vidéothèque, et puis Édouard Séguin, sont tous les précurseurs qui ont montré qu'en dépit de tout ce qu'on croyait à leur époque, quelque chose était possible dans les apprentissages, aussi bien en raison de limitations sensorielles que de limitations cognitives. Mais qu'aujourd'hui, on peut analyser les situations sous la forme qui est présentée dans le petit tableau, d'une exclusion, qui était dans ce dont on part, à une forme plutôt ségrégée qui subsiste encore aujourd'hui dans certains contextes, et à l'intégration, qui est le mot-clé pour l'instant, par exemple au Québec, dans les textes officiels, même si petit à petit inclusion arrive. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais souligner qu'il me semble que dès lors qu'on fait suivre le terme inclusion de tel élève, ou de telle catégorie d'élèves, eh bien en réalité, ce n'est pas d'inclusion qu'on parle, c'est d'intégration, et qu'on ne parle d'inclusion véritablement que lorsqu'on l'utilise en parlant du contexte ou des pratiques qui donc deviennent par la même inclusif ou inclusive selon ce qu'on peut dire. Donc il s'agit de sortir, avec ce petit éclairage, de sortir du paradigme biomédical, d'en finir avec l'unique centration sur l'enfant à défi, et de l'inéducable dont c'est la nature, passer à l'éducabilité comme postulat. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est à un moment donné une des participantes qui s'est exclamée, mais en fait on fait fausse route de parler d'enfants à défi particulier, et c'est pour ça que ça coince. Il faut qu'on se mette à parler de la question inclusive. Et donc, nous voilà partis à tenter de travailler là-dessus. Alors ça se dessine, c'est là que commence à se dessiner un petit peu l'aspect recherche, parce que pour l'instant je n'étais pas encore très fermement là-dedans. D'une part, dans ce que j'essaie d'illustrer à droite, dans le fait que moi la question que je me posais finalement, c'est celle du départ, c'est dans quelle mesure ces écoles alternatives, avec leur pratique et leur pédagogie,
sont-elles favorables à la perspective inclusive? Parce que par hasard, quand même, dans ces pédagogies que j'ai citées, inspirées de Dewey, Freinet, etc., est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient être facilitantes? Et puis, pour les acteurs, la question c'est, dans mon école, dans ma classe, comment parvenir à offrir aux élèves, dans leur diversité, le meilleur accès aux apprentissages, puisqu'on acceptait de considérer donc la totalité. Voilà. Et puis c'est le moment où, lors d'une de ces rencontres conjointes dont je parlais, je me trouve à faire connaissance avec Mélanie Parquet, qui vient là, que certains d'entre vous connaissent, et qui vient là en tant que parent d'élèves d'abord, et puis avec qui je converse, et puis on convient de ces... Je dis, je n'arriverai jamais à faire tout ça tout seul, il faut qu'on s'y mette à deux. Donc nous voilà partis à travailler vraiment là-dessus. Alors j'ai proposé dans un premier temps un travail sous la forme, lors de ces rencontres, toujours pour des petits groupes, des ateliers qu'on pourrait appeler d'analyse de la pratique et des situations, pour apprendre à penser large. C'est-à-dire que je sollicitais telle ou telle personne pour dire, si vous le désirez, manifestez-vous, puis venez avec une situation de classe ou d'école dans laquelle, dans une perspective inclusive, vous rencontrez des difficultés, et puis on va les travailler ensemble. On va essayer de voir qu'est-ce qui est mobile encore dans une situation qui paraît toujours un peu figée. Est-ce qu'il y a des paramètres, des choses sur lesquelles on peut faire évoluer les choses? Donc ça a été très intéressant déjà de recueillir toutes ces situations dans lesquelles les acteurs avaient le sentiment qu'ils faisaient de leur mieux, mais qu'ils étaient un peu parvenus à un point de blocage. Et puis, ensuite, on a pu aussi convenir avec certaines écoles de nous accueillir pour de l'observation, c'est-à-dire de passer de ce qu'on déclare que l'on fait à ce que l'on fait sous le regard d'un chercheur qui a ses outils, qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais en tout cas, qui permettent de renvoyer, on peut dire, aux acteurs une perception critique, instrumentée en tout cas. Et c'est là que c'est intéressant avec un milieu scolaire de ce type, c'est qu'il y a une ouverture. On n'est pas arrivé en parachute venant de l'université directement, mais on a été conviés. C'est là que je parle vraiment de la conjugaison qui s'est faite entre nos attentes, finalement, les uns et les autres. Et donc, lorsqu'on vient observer les pratiques pédagogiques qui nous semblent a priori propices à une visée inclusive, et on s'aperçoit assez vite que ça fonctionne à condition d'en assurer un pilotage assez fin. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, dans ces écoles, on voit fréquemment mise en œuvre ce qu'on appelle la pédagogie de projet ou pédagogie par projet. Alors on peut considérer que la liberté que cela offre aux élèves de faire des choix dans l'orientation de leurs intérêts d'apprentissage, dans ce qu'ils ont envie d'exprimer, la manière dont ils vont l'exprimer, ça semble effectivement être très, très favorable. Oui, ça l'est, effectivement, à condition quand même de faire attention aux besoins, à la nécessité, pour certains des élèves, quelle que soit d'ailleurs leur difficulté, de les accompagner maintenant, de leur fournir les ressources dont ils ont besoin, d'assurer un suivi plus ou moins minutieux de chacun d'entre eux. Alors que si c'est pratiqué sous la forme de, je vais caricaturer, ça n'arrive pas, mais du débrouille-toi, puis rends-nous ton projet à la fin, il y a pas mal d'élèves pour lesquels ça pourrait devenir une vraie source d'angoisse et de grandes difficultés. De même, des stratégies pédagogiques comme l'entraide entre les pairs ou le tutorat, a priori ça paraît effectivement très favorable pour plein de raisons, de la connaissance entre les élèves, etc., et puis de la reformulation des savoirs, de la transmission des savoirs. On voit qu'on retrouve là un peu des traces aussi des stratégies de ce qu'on appelait autrefois l'apprentissage par l'enseignement mutuel, avant que l'enseignement simultané ne prenne le dessus. C'est très favorable. Oui, à condition quand même d'avoir un enseignant, une enseignante qui soit extrêmement attentif à un moment donné à s'assurer de l'appropriation des connaissances par les enfants et de ne pas laisser aller les choses sans qu'il y ait de contrôle là-dessus. Donc voilà, et on a pu comme ça, avec ces équipes, d'écoles où on nous a mis en observation, participer à une de leurs journées pédagogiques où après avoir observé, on a
fait valider les observations par les enseignants qui nous avaient accueillis, parce qu'on a bien vu ce que vous aviez l'intention de faire et le fonctionnement de votre classe. Et puis maintenant, on va essayer de le partager avec l'ensemble de l'équipe école, et c'est vous qui allez dire comment vous fonctionnez, à quoi vous êtes attentif pour justement garder la perspective d'une pédagogie inclusive. Ça a été une des étapes pour nous extrêmement fructueuse. Et puis est arrivée l'année qui s'achève en ce moment, où les animateurs du réseau cherchaient à renouveler un petit peu le fonctionnement de ces rencontres conjointes, que les uns et les autres trouvaient un peu ronronnantes dans toutes les organisations. Il y a un moment donné, on se dit tiens, on pourrait peut-être faire un peu autrement. Et il m'a semblé que l'occasion a été propice à saisir pour proposer de faire ces rencontres en posant systématiquement et à chaque occasion la question des pratiques inclusives, et je vais vous expliquer sous quelle forme. En fait, on a organisé les choses, il y a 5 rencontres par an, en allant les présenter, les préparer et les réaliser, oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut dire, dans une ou l'autre école qui avait dit « Ok, moi je veux bien accueillir ». Donc, en préparation de ça, avec le coordonnateur du réseau, j'allais rencontrer préalablement, un mois ou deux avant, l'équipe école, pour leur demander quelle est votre préoccupation, votre intérêt majeur en ce moment, sur quoi est-ce que vous avez envie de travailler. Alors, ça faisait émerger une petite discussion, un petit groupe, voilà, on émergeait donc des thématiques, et on leur proposait donc de les présenter dans la matinée, sous la forme sous laquelle l'école le traitait, puis demander aux autres écoles, ben vous, comment vous faites par rapport à ça, je vais vous donner des exemples, comment vous faites par rapport à ça, etc. Et dans l'après-midi, avec Mélanie, on organisait des focus group, donc en général à peu près 8 à 10 focus group, où on proposait, extrait et adapté de l'index pour l'inclusion de Gauss-Scope, on proposait un questionnement sur le même thème, mais croisé avec la question éducation inclusive. Alors par exemple, il y a les 5 thèmes de l'année ont été la question de l'admission. On s'est donc demandé l'admission et le recrutement, parce que dans ces écoles, ça repose sur le volontariat, la demande des parents pour l'admission à l'école. Et il y a une sorte de vérification qui doit se faire que ce principe de coéducation qui prévaut dans les écoles alternatives va bien fonctionner avec chaque famille. Alors, la question c'est de se demander est-ce que finalement ça n'opère pas une sorte de filtre qui va empêcher que l'école soit inclusive. Donc l'après-midi, tout le monde a discuté là-dessus. Comment on s'y prend? Est-ce que vraiment on est capable d'admettre la diversité des élèves qui viennent vers nous? Voilà. La pédagogie de projet, je l'ai cité tout à l'heure, elle a fait l'objet aussi d'une réflexion sous cet angle-là. La démocratie scolaire, la question de la place des élèves dans le développement de leur capacité d'expression en tant que petits citoyens de la cité scolaire. Et comment est-ce qu'on fait pour que ces pratiques-là, ces pratiques démocratiques, soient vraiment enseignées, qu'elles fassent l'objet d'une éducation qui comprenne tous les élèves, y compris ceux peut-être qui auraient plus de difficultés à s'y exprimer, comment on fait pour les entendre. La question de l'évaluation aussi a fait l'objet du même travail. Et enfin, lundi dernier, alors moi je n'y ai pas participé, et c'est Mélanie qui s'est dévouée pour le faire, c'est pour ça que une des raisons pour lesquelles elle n'est pas là avec moi, c'était sur la cogestion, qui est un des fondements aussi de l'école alternative, cogestion parents, enseignants, direction d'école. Eh bien, comment on fait pour que dans cette cogestion aussi, elle ait cette caractéristique inclusive et qu'elle ne laisse pas ni de famille ni d'enfants à l'écart. J'en suis presque à la conclusion, c'est que un des bonbons que j'ai, des fruits recueillis là, sur la fin de ce parcours, maintenant il ne reste plus que l'analyse, je fais le calcul d'à peu près 80 heures d'enregistrement sur ces 5 thématiques, quand j'ai vu, c'est ce que m'a dit un parent d'élève à la suite d'une des rencontres aussi avec le réseau parents, qui m'a dit écoutez, depuis que vous avez proposé au REPAC de travailler sur l'inclusion, moi je constate qu'il y a des choses qui changent dans notre école. Et je me suis dit que si une des
des choses que peut produire une recherche, et ça doit vous arriver, j'espère, souvent, qui est dans le mouvement de la recherche, de produire aussi suffisamment d'interrogations pour que les situations évoluent. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Une dynamique qui met en jeu différents niveaux d'évolution et d'organisation, puisqu'il y a une question de la classe, des pratiques pédagogiques, mais aussi de l'école, dans son fonctionnement interne, dans son rapport aussi avec la communauté environnante, donc le côté externe, son organisation fondamentale. Toute cette affaire-là, petit à petit, elle a connu une certaine popularité, si on peut dire, et puis nous en sommes aujourd'hui aussi à la constitution d'un réseau de chercheurs autour des écoles alternatives. Certains collègues que vous connaissez, comme Luc Coudon, par exemple, nous rejoignent. Et puis, alors, on est en train d'essayer de structurer ça en se disant, finalement, cette communauté des écoles alternatives, elle est peut-être un vivier assez intéressant pour y voir un petit peu se développer avec des acteurs qui sont consentants à se laisser accompagner dans ce mouvement, une perspective inclusive. La dernière des choses qui a été évoquée était de se dire, tiens, si on faisait un colloque de la classe l'année prochaine, je ne sais pas très bien comment on le pensera, mais autour de cette thématique-là. Donc là, on en est vraiment au niveau des contacts aussi avec les réseaux des écoles alternatives, enfin, équivalents en tout cas aux réseaux alternatifs en Europe, en France, en Belgique. Il y a sans doute des choses à faire dans cette perspective-là. Voilà, je crois que j'ai fini.